temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue dans Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. On se retrouve pour un deuxième épisode de cette série dédiée à la communication d'influence, toujours avec Stéphane Attal, expert en communication d'influence, en gestion de crise et en stratégie d'image. Depuis plus de 20 ans, Stéphane Attal, vous accompagnez les dirigeants des grandes entreprises, des institutions, dans la maîtrise de leur récit et de leur positionnement. Vous êtes aussi le fondateur du Club Édouard VII, réseau de dirigeants que vous animez aujourd'hui. Bonjour Stéphane Attal. Bonjour. Deuxième épisode, cette fois-ci dédié à la gestion de son image en temps de crise, et peut-être expliquer à travers cet épisode que une crise de réputation qui est mal gérée, ben, ça peut détruire de la valeur, et donc il faut anticiper en fait cette période de crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu sur cette anticipation? Est-ce que vous l'avez été confronté à cette situation? Très souvent, on pense qu'il faut une crise, et puis on réfléchit après. Est-ce qu'on a des personnes véritablement, des chefs d'entreprise qui savent anticiper la crise? Les crises sont révélatrices de dysfonctionnement ou de points de faiblesse, quels que soient les secteurs. Et en plus, elles arrivent en général à des moments de faiblesse, notamment médiatiques. Par exemple, les fêtes de fin d'année ou la fin du mois de juillet. Je vais vous raconter ça. Mais avant, ce que je voudrais vous dire par rapport à votre sujet sur la réputation, c'est ce que dit Warren Buffett. Warren Buffett, le plus grand investisseur mondial, il dit qu'une entreprise, son vrai actif, c'est sa réputation. Son vrai problème, c'est qu'elle se détruit en 5 minutes alors qu'elle se construit en 25 ans. Lui n'a investi que dans des entreprises dont la réputation était absolument indiscutable. Il n'a jamais été prendre de risques réputationnels. C'est pour ça que c'est le plus grand investisseur au monde. Pour vous répondre sur les dysfonctionnements, ils peuvent être d'ordre structurel ou d'ordre conjoncturel ou législatif. Exemple, le secteur du bricolage en France, et notamment de la distribution de bricolage. Énorme marché, le bricolage étant le loisir numéro 1 des Français. Faut quand même se rendre compte que les Français passent plus de temps à bricoler qu'à faire du sport en France. C'est absolument énorme. Sauf que, jusqu'à 2013, ils n'avaient pas le droit de pratiquer leur loisir favori le dimanche. En tout cas, ils n'avaient pas le droit d'aller s'approvisionner pour pratiquer leur loisir favori le dimanche. Le système dérogatoire mis en place par Nicolas Sarkozy permettait des ouvertures bien encadrées des magasins, et notamment en Île-de-France. Un jour, je vous raconte une histoire. Un jour, je reçois le coup de téléphone d'un client qui était le directeur de la communication de Leroy Merlin et qui me demande de le rejoindre le plus vite possible à son bureau, c'est-à-dire à Lille. Moi, j'étais à Paris, hein. Il fallait quand même le temps d'aller jusqu'à la gare, de prendre un train, de prendre un taxi et d'aller rejoindre. Donc, c'était pas complètement spontané, complètement simple. Et ceci fait, je me retrouve dans une salle de réunion entouré de cadres de Leroy Merlin et de Castorama, réunis dans le plus grand secret, parce qu'ils sont confrontés à la plus grosse crise de leur secteur. Ils sont habitués au rappel des produits, ils sont habitués aux problèmes de casse, de suivi, mais ils ne sont pas habitués aux crises sectorielles et aux crises institutionnelles. Je vous raconte l'histoire en 2 mots. Le système dérogatoire fait que Leroy Merlin demande des autorisations, les obtient. Castorama demande des autorisations, les obtient. Le troisième acteur du marché du bricolage de l'époque, c'est Bricorama. Ils sont 3. La Fédération des magasins de bricolage, qui est une fédération, contient 3 principaux acteurs. Bricorama ne juge pas utile de demander des dérogations aux préfectures et se dit que puisque ces illustres concurrents obtiennent l'autorisation, ben il n'a qu'à faire comme eux et s'aligner. Sauf que, évidemment, ces syndicats se sont empressés de la signer en référé pour ouverture abusive, et évidemment, ils ont gagné. Ils ont gagné, et la sanction est très difficile, puisque c'est 100 000 euros par dimanche d'ouverture et par magasin. Donc c'est une très grosse facture. Bricorama, au lieu de se plier à la loi et d'ouvrir ses magasins, ou de les fermer définitivement le dimanche et pour ne plus en parler, décide de se retourner vers ses concurrents, Leroy Merlin et Castorama, en concurrence déloyale.
de ce simple fait juridique est née une crise monumentale dans un secteur, puisque sont en jeu 3500 emplois dans la région Île-de-France, dans tous les magasins de bricolage, y compris les siens, évidemment. Alors là, c'est vraiment votre énoncé de départ dans cette réunion entre Castorama et Laurent Merlin. le roi Merlin. Comment vous sortez de là? Je me sors investi d'une mission. C'est curieux, c'est que vous me posiez cette question parce que c'est vraiment ça. Je suis habité par le truc à partir du moment où je suis avec eux dans la salle de réunion. Et je me dis, dans le train de retour, je me dis, il faut pas que je me laisse envahir par leur vision des choses, parce que eux, ils ont une vision d'entreprise. Or, j'ai l'intuition, dans ce train entre Lille et Paris, que c'est pas un problème d'entreprise, que c'est un problème de société. Et si c'est un problème de société, c'est un problème de salariés. Et je me dis que pour résoudre cette crise, il faut la résoudre d'un point de vue des salariés et non pas d'un point de vue des enseignes, des marques, donc d'un point de vue un petit peu corporate. Je rappelle qu'à l'époque, on est dans un gouvernement socialiste, c'est-à-dire François Hollande et Jean-Marc Ayrault à Matignon, et qui fait pas bon être un chef d'entreprise très riche à cette époque-là, en France. Donc je me dis, il faut utiliser le levier salarié pour faire entendre la voix des gens qui travaillent au plus grand nombre. Donc j'ai déjà dans le train les premiers éléments constitutifs d'une riposte à cette crise. Un, utiliser les salariés. Deux, réunir les salariés de deux enseignes qui sont censés se détester, hein, parce qu'ils sont frontalement concurrents zone par zone. Trois, et c'est l'objet du livre que j'ai écrit sur le sujet, mettre en débat une idée que oui, on peut être d'accord avec son patron. Et ça me fait penser à cette idée de coopétition, c'est en compétition constante entre enseignes, mais coopérer à certains moments pour éviter que la crise n'échappe, le contrôle en tout cas de cette crise n'échappe aux enseignes et que ça soit bien pire pour elles à moyen terme. C'est l'intérêt de tous. C'est l'intérêt des marques, c'est l'intérêt des salariés, et c'est aussi l'intérêt des consommateurs. Et on se retrouve 3 jours plus tard, le directeur de la communication me dit viens présenter ta recommandation. Et je réunis mes équipes à ce moment-là, et on tombe très vite sur une idée qui est de dire euh, en France, on n'a jamais manifesté pour obtenir le droit de travailler. On a toujours manifesté C'est complètement contre-intuitif. pour le contraire. Voilà. Et donc on va créer la Oui Révolution. Et donc je décide de préparer une présentation, une recommandation, et puis très vite je me dis mais attends non, c'est pas à nous de l'écrire, c'est aux salariés de l'écrire. Donc je vais à la fédération des magasins de bricolage avec un PowerPoint pardon, vide, une page blanche. Et quand je présente cette page blanche, je dis voilà ma recommandation, c'est une page blanche, c'est pas nous qui allons l'écrire. Je vous avoue que ça a un peu tangué. Justifié après l'intervention du consultant. Ça a un peu tangué, mais ils ont vite compris l'effet de manche. Et je leur ai dit, ça sert à rien d'avoir des idées, ce qu'il faut c'est obtenir de l'adhésion. Pour obtenir de l'adhésion, bah, faut que ce soit les salariés qui travaillent. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans 15 jours dans une grande salle de réunion pour préparer un travail collectif. Et ce travail collectif, je me rappellerai toute ma vie, c'était le 5 décembre 2012. Euh, on se retrouve dans un lieu où on pouvait à la fois travailler en plénière et en commission. Et là, je réunis 150 salariés, évidemment payés, parce que les syndicats vont finir par se mêler de tout ça. 150 salariés des deux enseignes qui vont travailler avec mon équipe et moi-même pour définir leur cause, leur combat, leurs moyens, et puis surtout leur nom. Donc si j'ai bien compris, pour aller vite et résumer, on vous doit l'ouverture des magasins de bricolage le dimanche. Modestement, je vous dirais que oui. Ce que je ne savais pas, c'est qu'évidemment le politique allait s'en mêler et que de ce simple décret qu'on a obtenu le 31 décembre 2013, c'est-à-dire un an après le début de cette crise, après avoir perdu le procès que nous a intenté Bricorama,
Donc après avoir obtenu ce décret, ce qu'on appelle les éléments de langage et les éléments de ce décret vont être repris par celui qui n'était alors que ministre de l'économie, Emmanuel Macron, pour en faire des éléments constitutifs du chapitre sur l'ouverture dominicale de sa loi, dite loi Macron. Je reviens sur un élément, je laisse un petit peu de côté les bricoleurs du dimanche. Euh, on a l'impression aujourd'hui que les entreprises ne contrôlent plus le tempo des crises. C'est probablement lié au fait qu'il y a eu une évolution majeure ces 20 dernières années, à savoir les réseaux sociaux. Comment votre métier a évolué avec les réseaux sociaux? Quel est l'impact de ces réseaux sur une gestion de crise d'entreprise? Les réseaux n'ont aucun impact sur les crises, selon moi, à partir du moment où on sait s'en servir. Il faut se servir des réseaux sociaux comme on sait se servir des médias. L'enjeu majeur d'une crise, c'est d'être le premier à parler. Alors qu'on parle sur Facebook, Instagram ou dans le Figaro, c'est exactement pareil. Après, ce ne sont que des amplificateurs. Celui qui parle le premier a le plus souvent raison d'un point de vue de l'opinion. C'est la raison pour laquelle, en France, les syndicats sont les premières sources des médias. Parce que on sait très bien que quand un journaliste a donné une information sur un secteur, sur un marché, et que cette information provient d'un syndicat, et ben derrière, les entreprises sont en situation de se justifier, de répondre. Ça, c'est pas un problème de canal, c'est un problème de posture, c'est un problème de prise en compte de l'influence et de la communication dans les dispositifs de gestion de crise. Je dis souvent que un président d'entreprise doit s'entourer de deux personnes. C'est un avocat et un communicant. Tout le reste, ça va, c'est dans l'entreprise. Mais il faut qu'il ait sa garde rapprochée. Un communicant pour infléchir la stratégie, un avocat pour protéger l'ensemble. Je termine juste avec peut-être une question, j'allais dire plus opérationnelle, c'est en train de devenir une tradition dans ton avance. Quelle, j'allais dire, préparation minimale recommanderiez-vous pour protéger son image avant qu'une crise ne survienne? On est toujours dans cette idée de anticiper la crise. C'est une excellente question, Ilan. Et ça se résume en un seul mot, l'intégrité. On ne peut rien contre le mensonge. On ne peut rien contre la dissimulation. Et ça, l'évolution des canaux, l'évolution des réseaux sociaux, fait que c'est redoutable. À partir du moment où un dirigeant est intègre, il est protégé. Je ne peux rien faire face à quelqu'un qui ne me dit pas tout. Je ne peux pas l'aider. Même si moi, mon rôle, c'est de ne pas tout dire à la presse. Mais moi, je dois tout savoir. Donc la mesure de protection essentielle, c'est d'être intègre. C'est-à-dire dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Je rappelle l'histoire Cahuzac. L'homme qui s'est quand même battu, qui était ministre du budget alors qu'il avait un compte en Suisse. Et qui répondait non aux médias que non, il n'avait pas de compte en Suisse. Il n'était pas intègre, il a été désintégré. Voilà. Ça sera le mot de la Bravo fin. pour la formule. Non, c'est une très bonne formule, c'est très punchy. Merci beaucoup Stéphane Attal pour vos éléments et votre analyse sur les questions de crise et la façon dont la crise peut amener à modifier un écosystème et la façon dont les entreprises aujourd'hui doivent surtout se préparer à la crise. On se retrouve pour un troisième et dernier épisode de la série. Sur les leaders d'opinion, comment les entreprises peuvent devenir des leaders d'opinion. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.